Le 23 mars 1981, Céleste Fontaine, 16 ans, quitte sa maison du quartier de la Croix-Rousse à Lyon pour ses prières matinales habituelles. Elle ne reviendra jamais. Sa bicyclette bleue sera retrouvée abandonnée près du pont de la Mulatière, son sac à dos contenant son missel et son chapelet toujours attaché au porte-bagages. Pendant 14 ans, sa famille gardera le silence, priant pour son retour. Mais en 1995, lors de travaux de rénovation dans l'ancienne sacristie de l'église Saint-Bruno, une découverte bouleversante force Marguerite Fontaine, la mère de Céleste, à briser son silence. Ce qu'elle révélera aux enquêteurs changera à jamais la perception de cette famille apparemment parfaite. Comment une adolescente exemplaire, fille d'un prêtre respecté, peut-elle simplement disparaître sans laisser de traces? Et surtout, quel secret si terrible sa mère a-t-elle gardé pendant toutes ces années? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, au début des années 80, est une ville marquée par son histoire catholique profonde. Le quartier de la Croix-Rousse, perché sur sa colline, conserve encore cette atmosphère particulière où tout le monde se connaît, où les commérages circulent rapidement entre les boulangeries et les petits commerces de proximité. Les façades ocre et rose des immeubles anciens abritent des familles qui, pour la plupart, fréquentent assidûment les paroisses locales. La famille Fontaine incarne parfaitement cette respectabilité religieuse. Le père Michel Fontaine, ordonné prêtre en 1963, est arrivé à la paroisse Saint-Bruno en 1968. Grand, les cheveux grisonnants soigneusement peignés, il porte toujours sa soutane noire avec une dignité qui impressionne ses paroissiens. Sa voix grave et posée résonne chaque dimanche dans l'église bondée. Les fidèles apprécient particulièrement ses homélies, toujours empreintes de compassion mais fermes sur les questions de morale. Ce que peu de gens savent, c'est que Michel Fontaine n'a pas toujours été prêtre. Avant son ordination, il était marié. Son épouse, Marguerite Leclerc, qu'il avait épousée en 1959, est décédée en 1962 dans un accident de voiture sur la route nationale 7 entre Lyon et Vienne. Dévasté par cette perte, Michel s'est tourné vers l'Église, voyant dans le sacerdoce une façon de donner un sens à sa souffrance. L'évêché de Lyon, après étude de son dossier et compte tenu des circonstances exceptionnelles de son veuvage, a accepté sa candidature au séminaire. Mais voilà où commence la complexité de cette histoire. En 1964, alors qu'il était encore séminariste, Michel a rencontré Marguerite Benoît lors d'une retraite spirituelle organisée à Ars-sur-Formant. Marguerite, alors âgée de 25 ans, travaillait comme infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Cheveux châtains toujours tirés en chignon, regard doux mais déterminé, elle incarnait cette génération de femmes françaises qui commençaient à revendiquer une certaine indépendance, tout en respectant les traditions. Leur relation est née dans l'ambiguïté des sentiments permis et interdits. Michel, encore en formation, luttait entre son engagement envers l'Église et les sentiments qui grandissaient pour cette femme au sourire réservé. Marguerite, de son côté, était attirée par cet homme tourmenté qui cherchait à racheter sa douleur par le service divin. Pendant 2 ans, ils se sont vus régulièrement, toujours sous le couvert de discussions spirituelles, de prières communes. Mais inévitablement, la frontière a été franchie. Quand Marguerite a découvert qu'elle était enceinte, en janvier 1965, le dilemme était insoutenable. Michel était sur le point d'être ordonné. Renoncer signifierait abandonner des années de formation et admettre publiquement son échec à respecter le célibat qui lui était demandé. Marguerite, elle, ne voulait pas être responsable de la destruction des aspirations de Michel. Ensemble, ils ont pris une décision qui allait marquer leur vie à jamais. Marguerite est partie s'installer à Valence, chez une tante éloignée, sous prétexte de chercher du travail dans un nouvel hôpital. Là-bas, loin des regards de Lyon, elle a accouché de Céleste le 15 septembre 1965. L'enfant a été officiellement enregistré comme fille de père inconnu. Pendant 3 ans, Marguerite a élevé seule sa fille,
travaillant de nuit pour pouvoir s'en occuper le jour. Michel, ordonné prêtre en juin 1965, envoyait régulièrement de l'argent, prétendant aider une paroissienne dans le besoin. Mais en 1968, quand Michel a été nommé à Saint-Bruno, il a pris une décision audacieuse. Il a proposé à Marguerite de venir s'installer à Lyon, se présentant publiquement comme sa sœur veuve qui avait besoin d'aide pour élever sa fille après le décès tragique de son mari dans un accident de chantier. L'histoire était soigneusement construite. Marguerite avait soi-disant épousé un ouvrier qui travaillait sur les grands chantiers de construction des autoroutes françaises, décédé en 1967. La petite Céleste, alors âgée de 3 ans, était donc officiellement sa nièce, qui l'accueillait par charité chrétienne. Les paroissiens ont admiré ce geste de générosité. Quel homme bon que ce père Michel, qui non seulement servait Dieu, mais prenait aussi soin de sa famille dans le besoin. La maison presbytérale, spacieuse avec ses 4 chambres réparties sur 2 étages, permettait cet arrangement sans susciter trop de questions. Marguerite occupait le 2e étage avec Céleste, tandis que Michel avait ses quartiers au 1er étage. Cette vie de mensonge s'est installée avec une aisance troublante. Au fil des années, Marguerite et Michel ont perfectionné leur rôle. En public, ils étaient frères et sœurs, unis par les liens du sang et la foi. Marguerite appelait Michel « mon frère », avec une aisance qui finissait par convaincre même les plus sceptiques. En privé, dans le secret de leur chambre la nuit tombée, ils restaient un homme et une femme, liés par un amour interdit et un secret qui les consumait. Céleste a grandi dans cet environnement de piété et de dissimulation. Petite fille, aux longs cheveux blonds et aux yeux bleus clairs, elle était la fierté de la paroisse. Élève brillante au collège religieux Sainte-Marie de la Croix-Rousse, elle servait la messe, chantait dans la chorale paroissiale et participait activement aux œuvres de charité organisées par l'Église. Sœur Catherine, sa professeure de catéchisme, la décrivait comme un ange sur terre, d'une pureté rare à notre époque. Ce que personne ne savait, c'est que Céleste commençait à poser des questions. À 15 ans, en 1980, elle avait remarqué des détails qui ne concordaient pas. Pourquoi sa mère et son oncle avaient-ils exactement les mêmes yeux noisettes? Pourquoi n'y avait-il aucune photo de son père supposé? Pourquoi lors des rares réunions de famille avec les cousins du côté paternel, personne ne mentionnait jamais ce mystérieux beau-frère décédé? Les tensions dans la maison presbytérale augmentaient imperceptiblement. Marguerite surprenait parfois le regard de sa fille posé sur elle avec une intensité nouvelle, comme si Céleste cherchait à percer un mystère. Michel, lui, s'enfonçait davantage dans son ministère, passant de plus en plus de temps à l'église, fuyant peut-être la confrontation qu'il sentait inévitable. L'hiver 1980 à 81 fut particulièrement rigoureux à Lyon. La neige recouvrait les pavés de la Croix-Rousse, et les fidèles se pressaient dans l'église Saint-Bruno pour chercher un réconfort spirituel face aux difficultés économiques qui touchèrent la France. Le nouveau président, François Mitterrand, venait d'être élu en mai, apportant des changements qui inquiétaient la communauté catholique conservatrice. C'est dans ce contexte que Céleste, désormais âgée de 16 ans, est devenue de plus en plus renfermée. Ses professeurs remarquaient qu'elle était distraite en classe. Sœur Catherine s'inquiétait de la voir parfois pleurer silencieusement pendant les prières. Quand elle tentait de lui parler, Céleste assurait que tout allait bien, mais son sourire ne parvenait plus à masquer une tristesse profonde. Marguerite sentait que quelque chose allait se briser. Les nuits, elle restait éveillée, écoutant les bruits de la vieille maison, craignant le moment où la vérité éclaterait. Michel, lors de ses confessions, avait de plus en plus de mal à garder la sienne. Comment pouvait-il absoudre les péchés des autres quand il vivait dans le mensonge permanent? Le matin du 23 mars 1981 se lève froid et gris sur Lyon. À 6h30 précise, comme chaque jour depuis 3 ans, Céleste descend silencieusement l'escalier de bois du presbytère. Elle porte son uniforme du collège sous son manteau bleu marine. Jupe plissée grise, chemisier blanc, pullover bordeaux aux armes de Sainte-Marie. Ses cheveux blonds sont tressés soigneusement,
comme sa mère le lui a appris. Dans la cuisine, Marguerite prépare le petit déjeuner. L'odeur du café et des tartines grillées emplit la pièce. Michel est déjà à l'église, préparant la messe de 7 heures. Cette routine matinale s'est installée depuis que Céleste a commencé à servir la messe quotidienne. Elle prend son bol de chocolat chaud, mange rapidement une tartine avec de la confiture d'abricot maison, puis enfile ses chaussures. « Tu as ton écharpe ?» demande Marguerite d'une voix où perce une inquiétude habituelle. « Oui, maman. » La voix de Céleste est neutre, presque mécanique. Marguerite remarque que sa fille ne la regarde pas en face. Ce détail, qu'elle repensera des milliers de fois dans les années suivantes, aurait dû l'alerter. Mais dans la routine du matin, elle le laisse passer. « Tu rentres directement après le collège ?»« Oui, j'ai catéchisme avec sœur Catherine à 16h30. » Céleste prend son sac à dos bleu marine, vérifie que son missel et son chapelet sont bien à l'intérieur. Elle embrasse distraitement sa mère sur la joue, un geste si habituel qu'il en devient invisible. « À ce soir, » dit-elle en sortant. Ce seront ses derniers mots à sa mère pendant 14 ans. À 6h55, Céleste détache sa bicyclette bleu Peugeot de la grille du presbytère. Plusieurs voisins la voient pédaler vers l'église Saint-Bruno, située à seulement 300 mètres. Madame Garnier, qui sortait chercher son pain à la boulangerie du coin, lui fait un signe de la main. Céleste répond poliment, mais ne sourit pas. Monsieur Levasseur, retraité qui promène son chien tous les matins à la même heure, croise Céleste au niveau de la place Satonnet. Il remarque qu'elle semble pressée, pédalant plus vite que d'habitude. « Bonjour, mademoiselle Céleste » lance-t-il. Elle hoche la tête sans s'arrêter, mais Céleste ne va pas à l'église. Au lieu de tourner à droite vers Saint-Bruno, elle continue tout droit, descendant la montée de la Grande Côte qui mène vers les quais de la Saône. À cette heure matinale, peu de gens circulent dans les rues encore sombres. Les réverbères projettent des halos orangés sur les pavés humides. Michel attend dans la sacristie jusqu'à 7h10. Quand Céleste n'apparaît pas pour aider à préparer les objets liturgiques, il suppose qu'elle est malade et a préféré rester au lit. Il célèbre la messe seul, devant une quinzaine de fidèles, principalement des personnes âgées qui assistent quotidiennement à l'office. À 7h45, Madame Lambert, qui tient le petit café près du pont de la Mulatière, ouvre sa porte pour laisser entrer les premiers clients. Elle remarque une bicyclette bleue, appuyée contre le parapet du pont, à une 50aine de mètres de son établissement. Le vélo est là depuis au moins 20 minutes. Elle l'a vu en arrivant. Un sac à dos bleu marine pend du porte-bagages. À 8h15, Michel rentre au presbytère pour le petit déjeuner. Marguerite est surprise de le voir seul. Céleste n'était pas à la messe ? Demande-t-elle. Je pensais qu'elle était restée dormir. Elle n'est pas malade ? Le regard qu'ils échangent alors contient déjà les prémices de la panique. Marguerite monte rapidement à l'étage. La chambre de Céleste est vide, le lit fait avec soin. Rien ne semble déranger. Les manuels scolaires sont rangés sur le bureau, les vêtements pliés dans l'armoire. À 8h30, n'ayant aucune nouvelle, Michel décide de téléphoner au collège Sainte-Marie. La secrétaire confirme que Céleste n'est pas en classe. Elle n'a pas prévenu de son absence. C'est Madame Lambert qui, vers 9h, téléphone à la police. Cette bicyclette abandonnée l'inquiète. Les agents Mercier et Dufour se rendent sur place. Ils constatent effectivement la présence du vélo bleu, avec le sac à dos encore attaché. En ouvrant le sac, ils trouvent un missel, un chapelet, des cahiers avec le nom Céleste Fontaine inscrit sur la couverture. À 9h45, les policiers sonnent à la porte du presbytère. Michel ouvre, le visage déjà défait par l'angoisse. Quand les agents lui montrent le sac à dos, Marguerite, qui se tient derrière lui, pousse un cri étouffé. « C'est celui de ma fille. Où est-elle? Où est Céleste ?» L'inspecteur Laurent Girard, 52 ans, 28 années de service dans la police lyonnaise, prend en charge l'affaire dès 10h30. Homme méticuleux aux cheveux gris coupés courts, il a vu défiler des centaines de disparitions. La plupart sont des fugues d'adolescents qui reviennent dans les 48 heures. Mais quelque chose dans le regard des parents Fontaine le met mal à l'aise. Votre fille avait-elle des problèmes, des conflits avec quelqu'un, un petit ami peut-être? Michel secoue la tête avec véhémence.
Céleste est une jeune fille pieuse. Elle ne fréquente personne. Elle passe son temps entre le collège et l'église. Aucun comportement inhabituel ces derniers jours. Marguerite hésite. Elle était plus silencieuse, mais je pensais que c'était le stress des examens à venir. Les premières recherches commencent immédiatement. Des plongeurs de la police fouillent la Saône près du pont de la Mulatière. Rien. Les berges sont inspectées minutieusement. Aucune trace de lutte, aucun indice. La bicyclette ne porte pas d'empreintes suspectes. Les témoignages des voisins sont recueillis. Tous décrivent la même chose, une jeune fille exemplaire, discrète, toujours polie. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal ce matin-là. Madame Garnier confirme l'avoir vue partir vers l'église. Monsieur Levasseur décrit une Céleste pressée, mais pas paniquée. Ce qui trouble l'inspecteur Girard, c'est le timing. Entre 6h55, quand Céleste est vue pour la dernière fois par Levasseur place Satonnet, et 7h45, quand son vélo est découvert près du pont, presque 1 heure s'est écoulée. 1 heure pendant laquelle personne ne l'a vue. 1 heure qui suffit pour aller loin, pour prendre une décision, pour disparaître volontairement. Le soir même, à 19h, la télévision régionale diffuse un appel à témoins. La photo de Céleste, prise lors de sa confirmation l'année précédente, apparaît à l'écran. Elle porte une robe blanche, un voile transparent, et sourit timidement. Cette jeune fille de 16 ans a disparu ce matin à Lyon, annonce le présentateur. Si vous avez des informations, contactez immédiatement la police. Les lignes téléphoniques du commissariat sont saturées. Dizaines d'appels, dizaines de fausses pistes. Quelqu'un a vu une jeune fille blonde monter dans une voiture grise près de la gare de Perrache. Un autre affirme l'avoir aperçue dans un train pour Paris. Tous ces témoignages seront vérifiés, tous se révéleront erronés ou concernant d'autres personnes. Michel passe la nuit en prière dans l'église Saint-Bruno. À genoux devant l'autel, il implore Dieu de protéger sa fille, de la ramener saine et sauve. Mais dans le silence de la nef déserte, une autre prière monte de son cœur. « Seigneur, pardonnez-moi pour tout ce que j'ai caché. Si c'est le prix de mon péché, ne la faites pas payer pour mes fautes. » Marguerite, elle, reste assise dans la chambre de Céleste. Elle tient contre elle le pullover préféré de sa fille, celui en laine bleue que Céleste portait le dimanche. Elle respire l'odeur qui s'en dégage encore, ce mélange de savonnette et de cette eau de Cologne légère que Céleste aimait. Les larmes coulent sans bruit sur ses joues. C'est en ouvrant le tiroir du bureau, cherchant elle ne sait quoi, qu'elle trouve le journal intime. Un petit cahier à la couverture fleurie, fermé par un cadenas ridicule qu'elle force facilement avec un coupe-papier. Les mains tremblantes, elle commence à lire. Les premières pages sont banales. Récits de journées au collège, descriptions de cours, petites anecdotes sur ses camarades. Mais à partir de janvier 1981, le ton change. 15 janvier. J'ai trouvé aujourd'hui une vieille photo dans le grenier. Maman et celui qu'elle appelle mon oncle plus jeune. Ils se tiennent par la main. Leurs regards, ce ne sont pas des regards de frères et sœurs. Je ne suis pas idiote. Marguerite sent son sang se glacer. 28 janvier, j'ai vérifié les dates. Maman dit que papa est mort en 1967. Mais ma carte d'identité indique que je suis né en 1965. Comment un mort pourrait-il me faire naître 2 ans avant de mourir ? Et pourquoi mon acte de naissance indique-t-il « père inconnu » ? Les pages suivantes sont encore plus troublantes. 10 février, je les ai entendues cette nuit, des voix étouffées venant de la chambre de maman, une voix d'homme, sa voix à lui. Il parlait de moi. Elle grandit, Michel, elle va finir par comprendre. C'est maman qui disait ça, et lui répondait « Nous devons continuer à protéger le secret, c'est la seule solution. » 20 février. Aujourd'hui, pendant la messe, je l'ai regardé, vraiment regardé. Ses yeux, mes yeux, la même forme de visage. Comment ai-je pu être si aveugle? Mon oncle n'est pas mon oncle, c'est mon père. Et lui, prêtre, a fait le péché qu'il condamne chaque dimanche, en chair. Toute ma vie est un mensonge. Marguerite referme brutalement le cahier, comme si les mots pouvaient la brûler. Mais elle sait déjà. Céleste a découvert leur secret.
Et Céleste est partie. Elle ne dit rien à Michel cette nuit-là. Elle ne montre pas le journal aux policiers, car si elle parle, tout s'effondre. La réputation de Michel, leur vie à Lyon, leur place dans la communauté. Et surtout, elle ne veut pas croire que sa fille les ait abandonnés volontairement. Elle préfère imaginer un enlèvement, un accident, n'importe quoi, plutôt qu'une fuite délibérée. Les jours suivants, les recherches s'intensifient. Des battues sont organisées dans les parcs, le long des berges, dans les forêts autour de Lyon. Des centaines de volontaires participent. La communauté catholique se mobilise. Des messes sont célébrées pour le retour de Céleste. Son visage est placardé partout dans la ville. Mais l'inspecteur Girard commence à avoir des doutes. Il revoit les parents séparément. Quand il interroge Marguerite sur d'éventuels conflits familiaux, elle nie tout. Mais il remarque qu'elle évite son regard. Quand il demande à voir la chambre de Céleste plus en détail, Marguerite refuse d'abord, puis accepte à contre-cœur. Girard remarque l'absence de journal intime, alors que la plupart des adolescentes en tiennent un. Il note aussi que certains vêtements semblent manquants. Des espaces vides dans l'armoire, des cintres inutilisés. Quand il en fait la remarque, Marguerite dit qu'elle n'a rien remarqué. Le 30 mars, une semaine après la disparition, un témoin se présente. Madame Roussel, employée à la gare routière de Lyon-Perrache, se souvient d'une jeune fille blonde qui a acheté un billet pour Marseille le matin du 23 mars vers 7h30. Elle ne peut pas être certaine qu'il s'agissait de Céleste, mais le signalement correspond. La jeune fille portait un manteau bleu marine et semblait pressée. Elle a payé en liquide et est montée dans le car de 8h15. Cette information change la donne. Si Céleste a pris un bus pour Marseille, elle n'a pas été enlevée. Elle est partie de son plein gré. Mais pourquoi? L'inspecteur Girard confronte à nouveau les parents. Votre fille avait-elle une raison de vouloir fuir? Y avait-il quelque chose dans votre famille? Un secret peut-être, qui aurait pu la pousser à partir. Michel et Marguerite échangent un regard qui en dit long pour un enquêteur expérimenté. Mais ils nient. Non, aucun secret. Céleste était heureuse, c'est incompréhensible. Les recherches se déplacent vers Marseille. Les photos de Céleste sont distribuées dans les gares, les foyers pour jeunes, les associations caritatives. Mais c'est une ville immense, un port où il est facile de disparaître, de prendre un bateau, de partir ailleurs. Les semaines passent sans résultat. À Lyon, la vie reprend lentement son cours, mais avec une blessure ouverte. Michel continue ses offices, mais sa voix a perdu de sa force. Ses homélies deviennent plus courtes, plus hésitantes. Les paroissiens, par respect, ne posent pas de questions. Ils prient pour Céleste, allument des cierges à son intention. Marguerite, elle, se referme complètement. Elle cesse peu à peu ses activités sociales. Elle qui aidait bénévolement à la soupe populaire, qui organisait les ventes de charité, s'isole dans la maison presbytérale. Les rideaux de sa chambre restent tirés même en plein jour. Ce que personne ne sait, c'est que chaque nuit, Marguerite relit le journal intime de sa fille. Elle connaît désormais chaque mot par cœur, et chaque mot est un reproche silencieux, une accusation qui la ronge de l'intérieur. Les mois se transforment en années, et l'absence de Céleste devient une présence constante dans la vie de Lyon. Son nom apparaît périodiquement dans le journal local Le Progrès, lors des anniversaires de sa disparition. Chaque 23 mars, un article rappelle cette jeune fille qui s'est volatilisée par un matin froid de 1981. L'inspecteur Girard ne ferme jamais officiellement le dossier. Dans son bureau du commissariat central, la chemise cartonnée portant le nom Fontaine Céleste reste accessible, même si elle s'épaissit à peine au fil du temps. Quelques signalements sporadiques, une jeune femme blonde à Toulouse qui ressemble aux descriptions, une autre à Bordeaux puis à Nice. Chaque piste est vérifiée, chaque fois c'est une autre personne. Céleste semble s'être littéralement évaporée. En 1983, 2 ans après la disparition, Marguerite fait une tentative pour reprendre une vie normale. Elle retourne quelques heures par semaine à l'hôpital Édouard Herriot, dans le service où elle travaillait autrefois. Mais ses collègues remarquent qu'elle n'est plus la même. Son regard semble toujours chercher quelque chose au loin.
Elle sursaute quand on l'appelle par son nom. Les patients se plaignent de sa distraction. Michel, lui, s'enfonce dans une religiosité encore plus austère. Ses homélies deviennent des prêches sur la culpabilité, sur le poids du péché, sur les conséquences de nos actes. Les fidèles commencent à trouver ces messes pesantes. Certains paroissiens changent d'église, préférant des célébrations plus légères, plus porteuses d'espérance. Mais personne n'ose critiquer ouvertement le père Michel, dont la fille a disparu dans des circonstances si tragiques. La nuit, dans le silence de la maison presbytérale, Michel et Marguerite ne se parlent presque plus. Quand ils le font, c'est pour les nécessités pratiques de la vie quotidienne. Jamais ils n'évoquent Céleste directement. Son nom est devenu un tabou entre eux, comme si le prononcer risquait de faire s'effondrer définitivement les murs fragiles qu'ils ont construits autour de leur secret. Sœur Catherine, la professeure de catéchisme, reste l'une des rares personnes à maintenir un lien régulier avec la famille. Tous les premiers vendredis du mois, elle vient prendre le thé avec Marguerite. Ce sont des moments silencieux, embarrassés. Catherine parle de ses élèves, des activités de l'école, évitant soigneusement tout sujet qui pourrait rappeler Céleste. Mais elle voit bien la douleur dans les yeux de Marguerite. Cette douleur qui ne ressemble pas seulement à du chagrin, mais aussi à quelque chose d'autre. À de la culpabilité peut-être. En 1985, 4 ans après la disparition, un événement bouleverse momentanément la routine. Une jeune femme se présente au commissariat de Marseille, affirmant s'appeler Céleste Fontaine. L'alerte est immédiatement transmise à Lyon. L'inspecteur Girard prend le train de nuit pour Marseille avec des photos de Céleste, des détails physiques précis, des questions dont seule la vraie Céleste connaîtrait les réponses. Marguerite et Michel attendent au presbytère, n'osant espérer. Le téléphone sonne à 22 heures ce soir-là. C'est Girard. Non, ce n'est pas Céleste. Une jeune femme instable qui a lu l'histoire dans un vieux journal et qui cherchait peut-être une famille, une identité. Elle ne connaissait aucun détail de la vie de Céleste, ne lui ressemblait que vaguement. Cette fausse alerte laisse Marguerite dans un état pire qu'avant. Pendant quelques heures, elle avait osé imaginer les retrouvailles, les explications, peut-être même le pardon. Le retour brutal à la réalité la plonge dans une dépression profonde. Elle cesse complètement de travailler à l'hôpital. Elle sort à peine de la maison. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, sont maintenant souvent en désordre. Elle maigrit de façon inquiétante. Michel s'inquiète pour elle mais ne sait comment l'aider. Comment pourrait-il, alors qu'il est lui-même responsable de cette situation? Il consulte discrètement un médecin de la paroisse, qui prescrit des anxiolytiques. Marguerite les prend mécaniquement, sans que cela change grand-chose à son état. Les années continuent de défiler. 1986, 87, 88. Céleste aurait maintenant 21 ans, 22 ans, 23 ans. Dans la tête de Marguerite, elle reste figée à 16 ans, avec ses tresses blondes et son uniforme scolaire. Mais parfois, tard le soir, elle essaie d'imaginer comment sa fille aurait changé. Aurait-elle coupé ses cheveux? Aurait-elle gardé cette foi qui l'animait? Aurait-elle trouvé quelqu'un à aimer? Se serait-elle mariée? Aurait-elle des enfants? Michel, lui, vieillit prématurément. Ses cheveux deviennent complètement blancs dès 1989. Il a des problèmes cardiaques, probablement dus au stress constant. Son médecin lui conseille de lever le pied, de peut-être prendre une retraite anticipée, mais Michel refuse. L'Église est tout ce qui lui reste. Sans elle, il ne serait plus rien. Au début des années 90, la France change. Le mur de Berlin est tombé, l'Europe se réunifie, la société se transforme rapidement. Les églises se vident progressivement. Les jeunes ne viennent plus aux messes. Les vocations religieuses se font rares. Saint-Bruno, autrefois une paroisse florissante, compte de moins en moins de fidèles réguliers. En 1993, l'évêché annonce une réorganisation des paroisses de Lyon. Plusieurs petites églises seront fermées ou fusionnées. Saint-Bruno est menacé. Michel se bat pour la maintenir ouverte, organise des pétitions, mobilise les quelques paroissiens restants. L'évêque, homme pragmatique dans la cinquantaine, finit par accepter un compromis.
Saint-Bruno restera ouverte, mais des travaux de rénovation importants devront être effectués. Le bâtiment, construit au XIXe siècle, montre des signes inquiétants de détérioration. Les fondations ont besoin d'être consolidées, la toiture refaite, l'installation électrique mise aux normes. Pour Michel, ce projet de rénovation devient une obsession. Il y voit peut-être une façon de racheter ses fautes, de reconstruire quelque chose après tant d'années de destruction intérieure. Il passe des mois à organiser des collectes de fonds, à solliciter des subventions municipales, à contacter des entreprises de construction. Marguerite le regarde s'agiter sans vraiment comprendre cette urgence soudaine. En 1994, les fonds sont enfin réunis. Les travaux sont planifiés pour débuter au printemps 1995. Une entreprise locale de rénovation de bâtiments historiques est choisie. Le contremaître Alain Fournier, un homme dans la quarantaine avec 30 ans d'expérience dans la restauration d'églises, rencontre Michel pour discuter des détails. Les travaux commenceront par les fondations et la crypte, puis progresseront vers le haut. L'hiver 94 à 95 est doux à Lyon. Marguerite a maintenant 56 ans. Elle ressemble à une femme de 70 ans. Son visage est creusé par les années de chagrin. Elle passe l'essentiel de ses journées dans sa chambre, lisant et relisant ce journal intime qu'elle a caché au fond de son armoire, enveloppé dans un vieux châle. Michel, lui, a 60 ans. Sa santé se dégrade. Il a fait plusieurs malaises mineurs que le médecin attribue à des problèmes cardiaques. « Vous devez ralentir, Père Michel », insiste le docteur Arnaud. « Votre cœur est fatigué. Le stress de ces dernières années vous a épuisé. » Mais Michel refuse de ralentir. Les travaux de l'église deviennent sa raison de vivre. L'inspecteur Girard, maintenant proche de la retraite, passe encore parfois au presbytère. Il n'a jamais abandonné l'espoir de résoudre ce cas qui l'a hanté pendant toutes ces années. Il observe Michel et Marguerite avec ses yeux d'enquêteur expérimenté. Il sait qu'ils cachent quelque chose, mais quoi exactement? Il a fouillé leur passé, vérifié toutes les déclarations. Officiellement, tout est en ordre. Michel est prêtre depuis 1965. Marguerite est sa sœur veuve, qui vit avec lui depuis 1968. Céleste était la fille de Marguerite, d'un père ouvrier décédé tragiquement. Mais Girard a appris à reconnaître les mensonges, même les plus élaborés. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire. Pourquoi aucune photo de ce mari ouvrier? Pourquoi aucun parent, du côté paternel, ne s'est manifesté après la disparition? Pourquoi l'acte de naissance de Céleste indique « père inconnu » alors que Marguerite prétend avoir été mariée? Ces incohérences le travaillent, mais sans preuve concrète, il ne peut rien faire. Au printemps 1995, les travaux de Saint-Bruno commencent enfin. C'est le 15 mars, presque exactement 14 ans après la disparition de Céleste. L'équipe de Fournier commence par évacuer la crypte sous l'église, un espace sombre et humide qui sert principalement au stockage de vieux objets liturgiques et de meubles hors d'usage. Le 22 avril 1995, un samedi matin ensoleillé, l'équipe de rénovation travaille dans l'ancienne sacristie adjacente à la crypte. Cette pièce, utilisée autrefois pour ranger les ornements sacerdotaux, n'a pas été véritablement nettoyée depuis des décennies. Des étagères poussiéreuses montent jusqu'au plafond, remplies de vieux livres de messe, de chandeliers ternis, de statues ébréchées. Julien Mercier, un jeune ouvrier de 25 ans qui travaille avec Fournier depuis 3 ans, est chargé de vider complètement la sacristie avant que les maçons n'interviennent sur les murs. Il porte un masque à cause de la poussière qui vole dans l'air chaque fois qu'il déplace un objet. Vers 11h30, alors qu'il déplace une lourde armoire en chêne appuyée contre le mur du fond, il remarque que le mur derrière sonne creux quand il tape dessus. Curieux, il appelle Fournier. « Patron, venez voir, je crois qu'il y a un espace vide derrière ce mur. » Fournier, habitué aux anciennes églises, avec leurs passages secrets et leurs espaces cachés, n'est pas surpris. Ces vieux bâtiments sont pleins de recoins, probablement un ancien placard muré. Il décide d'ouvrir le mur pour vérifier son état structurel. Julien commence à retirer délicatement les vieilles briques.
Après une heure de travail minutieux, une ouverture d'environ 50 centimètres de large apparaît. Julien braque sa lampe torche dans le trou. Ce qu'il voit le fait reculer brusquement. « Patron, il y a quelque chose là-dedans. Je crois que c'est un sac. » Fournier regarde à son tour. Effectivement, dans le petit espace caché, à peine plus grand qu'1 mètre carré, se trouve un grand sac de voyage en toile verte. Le sac est recouvert de poussière mais semble en bon état. « Ne touche à rien !» ordonne Fournier. On ne sait jamais ce qui peut être caché dans ces vieux bâtiments. Va chercher le père Michel. Michel est dans l'église principale, supervisant d'autres travaux. Quand Julien lui explique la découverte, il pâlit visiblement. Il suit l'ouvrier jusqu'à la sacristie, le cœur battant. Quelque chose dans cette découverte le remplit d'une angoisse inexplicable. Fournier lui montre l'ouverture. « Père Michel, nous avons trouvé ceci derrière le mur. Nous pensions que vous devriez voir avant que nous le sortions. C'est peut-être un objet de valeur oublié. » Michel s'approche, regarde dans l'espace caché, le sac de voyage vert. Son sang se glace. Il connaît ce sac. C'était celui qu'il gardait dans le grenier du presbytère, le sac de voyage qu'il utilisait autrefois avant d'entrer au séminaire. « Sortez-le » dit-il d'une voix blanche, « mais faites attention. » Julien, entendant le bras dans l'ouverture, réussit à attraper le sac et à le tirer vers l'extérieur. Le sac est lourd. Quand il le pose au sol, un nuage de poussière s'élève. Michel fixe le sac sans bouger, comme hypnotisé. « Voulez-vous que nous l'ouvrions, père ?» demande Fournier. Michel hoche la tête, incapable de parler. Fournier défait la fermeture éclair qui résiste d'abord, puis cède. Il ouvre le sac. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvent des vêtements de jeune fille, un uniforme scolaire gris et bordeaux, des chemisiers blancs, un manteau bleu marine, un pullover en laine bleue, et au fond du sac, enveloppé dans un tissu, un objet dur. Fournier sort l'objet, déroule le tissu. C'est un cadre photo. Derrière le verre, une photo de Céleste à sa confirmation, la même qui avait été diffusée à la télévision 14 ans plus tôt. Michel s'effondre sur une chaise, le visage dans les mains. « Père Michel, vous allez bien ?» s'inquiète Fournier. « Vous voulez que j'appelle un médecin ?» Mais Michel ne répond pas. Il sait ce que signifie cette découverte. Céleste est revenue. Pas physiquement, mais elle a laissé ses vêtements ici, dans l'église, cachés dans un mur. Elle a voulu se débarrasser de tout ce qui la rattachait à sa vie d'avant, à sa vie de mensonge. « Il faut appeler la police », dit finalement Michel d'une voix éteinte. « Ce sont les affaires de ma nièce, de Céleste, celle qui a disparu en 81. » Le silence qui suit cette déclaration est pesant. Julien et Fournier échangent un regard stupéfait. Ils connaissent l'histoire, bien sûr. Tout Lyon connaît l'histoire de la fille du prêtre qui s'est volatilisée. À 13 heures, l'inspecteur Girard arrive à Saint-Bruno, accompagné de 2 agents de la police scientifique. Il a 60 ans maintenant, et cette affaire qui l'a hanté pendant 14 ans pourrait enfin connaître un développement. Quand il voit le contenu du sac étalé sur une table de la sacristie, son visage reste impassible, mais son esprit s'emballe. « Ces vêtements correspondent à ce que portait Céleste ?» demande-t-il à Michel. « Oui, le pull bleu, c'était son préféré, l'uniforme est celui de son collège, et cette photo, c'était dans sa chambre. » Girard examine le mur où le sac était caché. Ce mur a été maçonné récemment. Ces briques ne datent pas du 19e siècle, comme le reste du bâtiment. Je dirais 15 ans maximum. Il se tourne vers Michel. Qui avait accès à cette sacristie? Moi, bien sûr. Et ma sœur, Marguerite, qui venait parfois ranger des objets pour les cérémonies. Les enfants de chœur aussi, mais sous surveillance. Quelqu'un aurait pu venir ici la nuit sans que vous le sachiez? Michel hésite. La porte de l'église reste ouverte jusqu'à 21 heures. Après, elle est fermée à clé. J'ai les clés et il y en a un double à l'évêché. Girard prend des notes. Je vais devoir interroger à nouveau votre sœur et je vais faire analyser ses vêtements. Peut-être qu'ils nous diront quelque chose. Quand Girard arrive au presbytère 1 heure plus tard, Marguerite est dans sa chambre. Michel va la chercher. Elle descend lentement l'escalier, le visage marqué par l'inquiétude. « Madame Fontaine,
commence Girard avec la douceur qu'il réserve aux témoins fragiles, nous avons fait une découverte importante à l'église, les vêtements de Céleste cachés dans un mur de la sacristie. Marguerite porte la main à sa bouche. Ces vêtements? Mais comment? C'est ce que j'aimerais comprendre. Ces vêtements ont été murés dans un espace caché il y a environ 14 ans. Quelqu'un les a mis là, délibérément. Qui aurait pu faire cela? Marguerite s'assoit, les jambes tremblantes. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Madame Fontaine, je dois vous poser une question directe. Céleste avait-elle découvert quelque chose? Un secret de famille peut-être? Quelque chose qui aurait pu la pousser à partir? Le silence qui suit est interminable. Marguerite regarde Michel. Michel regarde le sol. Girard les observe tous les deux, sachant qu'ils touchent enfin au cœur du mystère. « Inspecteur, dit finalement Marguerite d'une voix presque inaudible, il y a des choses que je ne vous ai jamais dites, des choses que j'avais peur de révéler. Mais peut-être que maintenant... » Elle s'arrête, reprend son souffle. Michel la regarde avec terreur, sachant ce qui va suivre. « Michel n'est pas mon frère, lâche-t-elle enfin. Et Céleste n'était pas ma nièce, c'était ma fille. Notre fille !» Les mots restent suspendus dans l'air du salon presbytéral comme une condamnation. Girard, pourtant habitué aux révélations choquantes après 3 décennies de police, sent un frisson le parcourir. Il avait pressenti quelque chose, mais pas cela. Pas cette transgression fondamentale qui ébranle les fondations même de cette famille. « Continuez », dit-il simplement, sortant son carnet. Marguerite parle pendant 2 heures. Elle raconte tout. Leur rencontre à Ars-sur-Formant, les sentiments interdits, la grossesse, la naissance à Valence, les années de séparation, puis cette comédie élaborée qui leur a permis de vivre ensemble sous le couvert du mensonge. Michel reste assis, immobile, comme une statue de sel. Parfois, il hoche la tête pour confirmer les dires de Marguerite. Quand elle termine son récit, Girard pose la question cruciale. Et Céleste avait découvert la vérité? Marguerite se lève, monte à l'étage. Elle revient avec le journal intime de Céleste, ce cahier qu'elle a caché pendant 14 ans. Elle le tend à Girard sans un mot. L'inspecteur lit les pages marquées. À mesure qu'il avance dans la lecture, il comprend. Céleste n'a pas été enlevée, elle n'a pas eu d'accident. Elle est partie volontairement, incapable de supporter le poids de cette révélation. Elle a quitté Lyon, abandonnant derrière elle non seulement ses parents, mais aussi l'identité qu'on lui avait imposée. « Pourquoi ne m'avez-vous pas donné ce journal en 81 ?» demande Girard, la colère perçant dans sa voix habituellement contrôlée. Nous avons mobilisé des centaines de personnes, dépensé des ressources considérables. Nous aurions pu orienter les recherches différemment si nous avions su qu'il s'agissait d'une fugue volontaire. J'avais peur, murmure Marguerite, peur que tout se sache, peur de détruire la vie de Michel, peur du scandale. Et j'espérais qu'elle reviendrait d'elle-même. Et ces vêtements murés dans l'église, qui les a mis là? Marguerite et Michel échangent un regard. C'est Michel qui répond, d'une voix brisée. Je pense que c'était Céleste elle-même. La nuit avant sa disparition, j'ai entendu du bruit dans l'église. J'ai cru que c'était un chat errant, mais elle avait une clé. Je lui en avais donné une pour qu'elle puisse venir prier quand elle voulait. Elle a dû venir, cette nuit-là, murer ses vêtements, symboliquement enterrer son ancienne vie. Girard réfléchit. Mais pour murer ce mur, il faut du matériel, du mortier, des briques. Une adolescente de 16 ans ne peut pas faire cela seule. Il y avait des travaux dans l'église en mars 81, se souvient Michel. On réparait une fuite dans la toiture. Les ouvriers avaient laissé du matériel dans la crypte pendant le week-end. Céleste était intelligente. Elle a pu utiliser ce matériel. Les jours suivants, Girard reprend l'enquête avec cette nouvelle perspective. Il interroge à nouveau les témoins de l'époque. Madame Roussel de la gare routière est formellement convoquée. Quand on lui montre une photo récente de Céleste, elle confirme avec plus de certitude « Oui, c'était bien cette jeune fille qui a acheté un billet pour Marseille le 23 mars 81. » Les analyses des vêtements trouvés dans le mur ne révèlent rien de significatif. Aucune trace de violence, aucun indice criminel. Simplement les affaires d'une adolescente soigneusement pliées et rangées, comme pour un départ définitif.
Girard contacte ses collègues de Marseille. Avec ces nouvelles informations, il relance les recherches dans les foyers pour jeunes, les associations caritatives, les registres d'état civil. Une jeune fille de 16 ans arrivant seule à Marseille en 1981 aurait dû laisser des traces quelque part. Mais les semaines passent sans résultat. Si Céleste est allée à Marseille, elle n'y est pas restée longtemps. Ou alors, elle a changé d'identité, ce qui est plus probable. À 16 ans, sans papier d'identité officiel, elle pouvait se réinventer complètement. Pendant ce temps, à Lyon, le scandale éclate. La presse locale, ayant eu vent des révélations, publie des articles sensationnels. Le prêtre et son secret, la fille disparue était la sienne. Titre Le Progrès en première page. Des journalistes campent devant le presbytère. Les caméras de télévision filment l'église Saint-Bruno. L'évêque de Lyon convoque Michel. La rencontre dans le bureau austère de l'évêché est brève et douloureuse. Michel est suspendu de ses fonctions sacerdotales. Une enquête canonique est ouverte. Les faits sont graves. Rupture du célibat, mensonges pendant des décennies, scandale public. La laïcisation, c'est-à-dire le retour à l'état laïque, sera probablement prononcée. Michel accepte la sentence sans protester. Il quitte l'évêché Courbet, vieilli de 10 ans. Au presbytère, on lui demande de partir. La maison doit être libérée pour le nouveau prêtre qui sera nommé. Marguerite et lui ont 2 mois pour trouver un logement. Les paroissiens de Saint-Bruno sont divisés. Certains condamnent fermement Michel, parlant de trahison, d'hypocrisie. Comment a-t-il pu prêcher la morale pendant des années alors qu'il vivait dans le péché? D'autres, plus compatissants, voient un homme qui a aimé et qui a payé cher ses erreurs. Sœur Catherine fait partie de ces derniers. Elle vient voir Marguerite, lui prend les mains. « Je ne vous juge pas, dit-elle doucement. L'amour n'est pas toujours compatible avec les règles que nous impose l'Église. Mais Céleste, cette pauvre enfant, avez-vous des nouvelles ?» Marguerite secoue la tête, les larmes coulant librement. Rien. Elle a disparu complètement. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. En juin 1995, Girard reçoit un appel de la police de Nice. Une femme, travaillant comme aide-soignante dans une maison de retraite, correspond au signalement de Céleste Fontaine. Elle se fait appeler Isabelle Mercier et prétend avoir 28 ans, bien qu'elle en paraisse moins. Elle vit à Nice depuis plusieurs années, apparemment sans histoire. Girard prend immédiatement le train. À son arrivée à Nice, il se rend à la maison de retraite Les Oliviers, un établissement modeste du quartier de Cimier. La directrice, Madame Blanchard, une femme sèche dans la soixantaine, le reçoit dans son bureau. Isabelle Mercier travaille ici depuis 1987, explique-t-elle. C'est une excellente employée. Douce avec les résidents, toujours à l'heure, jamais de problème. Pourquoi la police s'intéresse-t-elle à elle? Nous pensons qu'elle pourrait être quelqu'un d'autre. Une jeune fille disparue en 81. Madame Blanchard fronce les sourcils. Isabelle dit qu'elle vient de Toulouse, qu'elle a perdu ses parents jeunes et qu'elle a été élevée par sa grand-mère décédée en 86. Avez-vous vérifié son identité quand vous l'avez embauchée? Bien sûr, elle avait une carte d'identité, un numéro de sécurité sociale. Tout était en règle. Girard sait que dans les années 80, obtenir de faux papiers n'était pas si difficile, surtout à Marseille, où proliféraient les réseaux clandestins. Une jeune fille désespérée, avec un peu d'argent, aurait pu se procurer une nouvelle identité. « Je voudrais la voir », dit-il. Isabelle Mercier termine son service à 17 heures. Madame Blanchard la fait appeler dans son bureau. Quand la porte s'ouvre, Girard retient son souffle. La femme qui entre a environ 30 ans. Cheveux blonds courts, coupés au carré. Yeux bleus clairs. Les traits du visage, oui, cela pourrait être Céleste. Mais 14 ans ont passé. Une adolescente de 16 ans devient une femme de 30 ans. Les changements sont inévitables. Isabelle, voici l'inspecteur Girard de Lyon. Il aimerait vous poser quelques questions. La femme pâlit légèrement mais garde son calme. Lyon, je n'ai jamais vécu à Lyon. Girard sort une photo de Céleste à 16 ans. Vous êtes sûr, vous ne reconnaissez pas cette jeune fille? Isabelle regarde la photo longuement.
Son visage ne trahit aucune émotion. Non, qui est-ce? Céleste Fontaine. Disparue en mars 81 à Lyon. Elle avait 16 ans. Vous lui ressemblez beaucoup. Un long silence suit. Isabelle repose la photo sur le bureau. Je suis désolé, inspecteur. Ce n'est pas moi. Je m'appelle Isabelle Mercier. Je suis née à Toulouse. Girard sort d'autres photos. Michel en soutane. Marguerite plus jeune. L'église Saint-Bruno. Isabelle les regarde une à une, son visage restant impassible. Non, je ne reconnais aucune de ces personnes ou de ces lieux. Mais Girard remarque un détail. Ses mains tremblent légèrement quand elle tient la photo de Michel. C'est infime, presque imperceptible, mais c'est là. Mademoiselle Mercier, accepteriez-vous de nous donner vos empreintes digitales? Simplement pour éliminer cette piste définitivement. Pour la première fois, une émotion traverse le visage d'Isabelle. De la peur. Pourquoi? Je vous ai dit que ce n'était pas moi. C'est une simple formalité. Si vous êtes vraiment Isabelle Mercier, vos empreintes ne correspondront pas et vous ne serez plus jamais ennuyée avec cette histoire. Isabelle hésite, puis « je refuse ». Vous n'avez aucun mandat, aucune raison légale de me demander cela. Je ne suis pas une criminelle. Elle a raison et Girard le sait. Sans preuve concrète d'un crime, il ne peut la forcer. Mais son refus est révélateur. Isabelle Mercier a quelque chose à cacher. Girard retourne à Lyon les mains vides, mais avec une conviction. Isabelle Mercier est Céleste Fontaine. Maintenant, il doit le prouver. Septembre 1995, 6 mois après la découverte des vêtements. Marguerite et Michel ont quitté le presbytère et louent un petit appartement dans le quartier de Vèze, loin de la Croix-Rousse et des regards accusateurs. Michel, officiellement laïcisé par Rome en août, travaille maintenant comme bibliothécaire dans une bibliothèque municipale. Marguerite ne sort presque plus. Girard n'a pas abandonné. Il a demandé à un juge d'instruction d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante qui lui donne plus de pouvoir. Avec l'accord du juge, il obtient un mandat pour comparer les empreintes d'Isabelle Mercier avec celles relevées dans la chambre de Céleste en 1981. Le 20 septembre, accompagné de 2 gendarmes, il retourne à Nice. Cette fois, Isabelle ne peut refuser. Les empreintes sont prélevées. Elle ne dit pas un mot pendant toute la procédure, son visage fermé comme un masque. Les résultats arrivent 3 jours plus tard. Correspondance positive. Isabelle Mercier est bien Céleste Fontaine. Girard retourne immédiatement à Nice avec une convocation officielle. Isabelle est priée de venir au commissariat pour un interrogatoire formel. Cette fois, elle arrive accompagnée d'un avocat, Maître Renaud, un homme élégant dans la cinquantaine. Dans la salle d'interrogatoire, sous la lumière froide des néons, Céleste, car c'est bien elle, finit par parler. Sa voix est basse, presque atone, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Oui, je suis Céleste Fontaine. J'ai quitté Lyon le 23 mars 81, volontairement. Personne ne m'a enlevé, personne ne m'a fait de mal. Je suis parti parce que je ne pouvais plus vivre dans ce mensonge. Elle raconte comment elle a découvert la vérité progressivement, les indices accumulés, les conversations entendues. Comment elle a trouvé de vieilles photos, comment elle a consulté son acte de naissance à la mairie, comment tout s'est mis en place dans sa tête comme un puzzle horrible. J'ai passé des semaines à me demander quoi faire. Confronter mes parents, mais comment? Bonjour maman, bonjour papa, parce que c'est bien mon père, n'est-ce pas, ce prêtre qui prêche la chasteté? J'avais 16 ans. J'étais perdu. La nuit du 22 mars, elle a pris sa décision. Elle a pris le sac de voyage de Michel dans le grenier, y a mis ses uniformes scolaires, ses vêtements d'avant, la photo de sa confirmation, tout ce qui représentait la Céleste qu'on avait voulu qu'elle soit. Elle a pris la clé de l'église et vers 3 heures du matin, elle est allée à Saint-Bruno. Les ouvriers avaient laissé du matériel. J'avais regardé mon père réparer des choses à la maison. Je savais comment mélanger le mortier, comment poser des briques. Ça m'a pris 2 heures. J'ai muré ma vie d'avant dans ce mur. Symboliquement, j'enterrais Céleste Fontaine. Le lendemain matin, elle est partie comme prévu pour la messe, mais a continué vers la gare routière. Elle avait économisé son argent de poche pendant des mois.
À Marseille, elle a rencontré une femme dans un foyer pour jeunes en difficulté qui connaissait quelqu'un qui pouvait fournir des papiers. Avec l'argent qui lui restait et quelques bijoux qu'elle avait emportés, elle a acheté l'identité d'Isabelle Mercier, une vraie personne décédée à la naissance en 1967. Les registres n'étaient pas informatisés à l'époque. C'était facile. Je suis allé à Nice, j'ai trouvé du travail, j'ai reconstruit ma vie, une vie où personne ne me mentait, où je n'étais pas le fruit d'un péché vivant. Girard l'écoute sans l'interrompre. Quand elle termine, il demande « Vos parents vous ont cherché pendant 14 ans. Votre mère est détruite. N'avez-vous jamais pensé à leur donner au moins un signe de vie ?» Pour la première fois, l'émotion perce la carapace de Céleste. Ses yeux se remplissent de larmes. Bien sûr que j'y ai pensé, chaque jour, mais si je le faisais, je devais soit revenir, soit leur expliquer pourquoi je ne revenais pas, et je ne pouvais faire ni l'un ni l'autre. Alors j'ai choisi le silence. C'était cruel, je le sais, mais leur mensonge à eux pendant 16 ans n'était-il pas cruel aussi? Le lendemain, Girard organise la rencontre. Dans une salle du commissariat de Nice, neutre et impersonnelle, Marguerite et Michel attendent. Ils ont pris le train de nuit, n'ont pas dormi. Marguerite tord nerveusement un mouchoir entre ses mains. Michel, en costume civil, semble avoir vieilli de 10 ans supplémentaires. Quand Céleste entre, le temps semble s'arrêter. Marguerite se lève, porte la main à sa bouche. Mon Dieu! Céleste! Mais Céleste ne se précipite pas dans ses bras. Elle reste debout près de la porte, à distance. Bonjour Marguerite. Bonjour Michel. Pas maman, pas papa. Juste leur prénom. Marguerite fait un pas vers elle. Ma chérie, tu nous as tellement manqué, chaque jour, chaque heure. Ne m'appelez pas comme ça, coupe Céleste, sa voix dure. Vous n'avez pas le droit. Vous m'avez menti pendant 16 ans. Toute mon existence était un mensonge. Michel prend enfin la parole, sa voix brisée. Nous voulions te protéger, nous t'aimions, nous t'aimons toujours. Me protéger. Le rire de Céleste est amer. Vous vouliez vous protéger vous-même, protéger ta carrière d'homme d'église, protéger votre réputation. J'étais la preuve vivante de votre péché et vous m'avez fait vivre dans le mensonge pour que personne ne sache. Le silence qui suit est insoutenable. Puis Marguerite s'effondre sur sa chaise, sanglotant. Tu as raison, nous avons été égoïstes. Nous avons pensé à nous d'abord. Mais tu étais notre fille, nous t'aimions vraiment. Chaque jour depuis ta disparition a été un enfer. Un enfer que vous avez créé vous-même, répond Céleste. Mais sa voix se fêle légèrement. Vous savez ce qui m'a fait le plus mal? Ce n'était pas de découvrir que Michel était mon père. C'était de réaliser que toute ma vie, absolument tout ce qu'on m'avait dit sur moi-même était faux. Mon identité, mes origines, ma famille. Comment peut-on se construire sur du mensonge? Les semaines suivantes sont consacrées à des rencontres encadrées par un psychologue. Céleste accepte de voir ses parents régulièrement, mais toujours en présence d'un tiers. Les retrouvailles ne sont pas le moment de joie qu'on voit dans les films. Ce sont des conversations difficiles, pleines de silence, de reproches, mais aussi, progressivement, de compréhension. Marguerite explique leur histoire, non pour se justifier, mais pour que Céleste comprenne. Elle parle de l'amour impossible, de la foi qui les tiraillait, des choix impossibles qu'ils ont dû faire. Nous aurions dû te dire la vérité quand tu as été assez grande, admet-elle. C'était notre plus grande erreur. Nous pensions te protéger, mais nous t'avons emprisonné dans notre mensonge. Michel, lui, parle peu. Il a démissionné de son travail à la bibliothèque, ne sait plus qui il est. J'ai consacré ma vie à Dieu, mais j'ai trahi mes vœux. J'ai consacré ma vie à ma fille, mais je lui ai menti. Je ne sais plus ce qui est vrai en moi. Céleste, de son côté, raconte sa vie à Nice. Comment elle a dû tout apprendre seule. Comment elle a travaillé dur pour obtenir ses diplômes d'aide-soignante. Comment elle a construit une existence simple mais honnête. J'ai été libre pour la première fois, dit-elle. Libre de choisir qui j'étais, pas qui vous vouliez que je sois. En novembre 1995, lors d'une de ces séances, quelque chose se brise enfin. Marguerite, épuisée par des mois d'émotion, s'effondre complètement.
Elle pleure comme elle n'a jamais pleuré, des sanglots qui viennent du plus profond d'elle-même. Et pour la première fois depuis les retrouvailles, Céleste s'approche, s'assoit à côté d'elle et prend sa main. « Je ne peux pas oublier, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas faire comme si ces 14 années n'avaient pas existé. Mais peut-être que je peux essayer de comprendre. Peut-être que nous pouvons essayer de reconstruire quelque chose. Pas comme avant, ça, c'est impossible. Mais quelque chose de nouveau, construit sur la vérité cette fois. Ce n'est pas un pardon complet. Ce n'est pas une réconciliation miraculeuse. Mais c'est un début. » Céleste retourne à Nice. Elle garde son nom d'Isabelle Mercier. C'est celui sous lequel elle a construit sa vie, et elle ne veut pas y renoncer. Mais elle accepte que ses parents lui rendent visite une fois par mois. Des visites courtes, encadrées, mais c'est mieux que le vide des 14 années passées. Michel et Marguerite restent à Lyon. Ils ne retournent jamais à la Croix-Rousse. Leur ancien presbytère abrite maintenant un jeune prêtre énergique qui redonne vie à la paroisse Saint-Bruno. Michel trouve un nouveau travail dans une association caritative. Il aide les personnes en difficulté, peut-être pour racheter ses fautes, peut-être simplement parce qu'il a besoin de donner un sens à sa vie. L'inspecteur Girard prend sa retraite en janvier 1996. Cette affaire était sa dernière. Lors de sa fête de départ, ses collègues lui demandent quel cas l'a le plus marqué. Sans hésiter, il répond « Céleste Fontaine ». Parce que j'ai compris que parfois, les disparus choisissent de disparaître non pas pour fuir quelque chose, mais pour se trouver eux-mêmes. Ce cas nous montre comment les secrets de famille, même gardés par amour, peuvent détruire ceux qu'on cherche à protéger. Céleste Fontaine n'a pas disparu à cause d'un enlèvement ou d'un accident, mais parce que le poids du mensonge était devenu insupportable. 14 ans de silence, 14 ans de souffrance pour tous, simplement parce que la vérité n'avait jamais été dite. Qu'en pensez-vous? Les parents de Céleste auraient-ils dû lui révéler la vérité plus tôt? Une adolescente de 16 ans avait-elle raison de disparaître ainsi, même si c'était pour échapper au mensonge? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir d'autres cas qui explorent les profondeurs complexes de l'âme humaine. Laissez votre like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse au mystère de la nature humaine.